Eh bien, bien bonjour. Bienvenue à cette présentation sur IPv6. Mon nom est Harold Ritter. Je suis directeur technique ou, si vous voulez, technical leader dans le groupe des services avancés chez Cisco. Ça fait environ 12 ans que je travaille avec, chez Cisco, principalement concentré sur les fournisseurs de services. Depuis quelques années, je travaille au niveau d'IPv6, donc ça fait environ 3 ou 4 ans. Puis dans mon rôle de support au niveau V6, je travaille avec des clients fournisseurs de services et puis entreprises. Quand je parle des clients entreprises, on considère entreprise tout ce qui n'est pas en fait fournisseur de services. Donc, vous êtes inclus dans ce groupe-là. Donc, faites-vous-en pas avec le titre. On considère que tout ce qui n'est pas fournisseur de services est dans le groupe entreprise chez nous. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu d'expérience sur IPv6 ou vous êtes surtout ici pour en apprendre plus? Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de commencer en balbutiement, de le déployer, de le tester. Donc, c'est des bonnes choses. On voit qu'il y a un gain de popularité au niveau V6. Quand j'ai commencé à travailler avec V6, c'était moins évident. On avait l'air de prêcher dans le désert. C'était un peu comme... on avait tout le temps l'air des Martiens ou des gars qui venaient vendre de quoi que le monde ne voulait pas. Mais de plus en plus, le monde dit « Oh, maintenant, peux-tu me redire ton petit speech, là, ton petit discours sur IPv6, ça m'intéresse un petit peu plus. » Là, c'est quand même plus encourageant à ce niveau-là. Au fur et à mesure que je vais présenter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre si je peux. On va parler de différents items, les besoins pour IPv6. Donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise, pourquoi une institution académique irait vers V6, planification et le déploiement. Donc, différentes étapes du déploiement et puis différentes phases et quels sont les besoins au fur et à mesure des différentes phases. Considération d'adressage. Ce n'est pas ici l'intention de vous donner exactement quel genre de plan d'adressage vous devriez avoir. Donc, ce n'est pas un cours sur les plans d'adressage. En général, les plans d'adressage au niveau des IPv6, ça ressemble drôlement à ce que vous faites déjà pour IPv4, sauf que vous avez beaucoup plus de latitude parce que vous avez beaucoup plus d'adresses. Maintenant, on se casse la tête avec V4 parce que les ressources sont très, très restreintes et puis on doit changer les subnets partout. Vous allez voir qu'avec V6, c'est quand même plus facile parce qu'on va y aller avec un subnet mask, un masque de subnet qui est unifié. Donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles. On va parler par la suite des concepts de généraux, qu'on parle de HSRP, VRRP, qu'on parle de toutes ces choses-là, le multicast, les techniques de QoS. Donc, c'est des choses qui sont plus, des concepts qui sont plus généraux, dans le sens qui ne s'appliquent pas vraiment juste au centre de données ou au campus ou au réseau longue portée, comme le WAN, et ça s'applique un peu partout. Donc, c'est des concepts généraux à ce niveau-là. Ensuite, on va parler un peu du déploiement dans les infrastructures au niveau du campus puis des centres de données, les réseaux à grande distance, comme je viens juste de dire, grande portée, et puis l'accès à distance. Donc, ça va pour ça. On peut commencer. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un pourrait décider d'aller vers IPv6. La croissance en est un de ces facteurs-là. Par croissance, j'entends une entreprise qui pourrait avoir des problèmes à déployer de nouveaux sites parce qu'ils n'ont plus d'adressage disponible. On sait que la majorité des entreprises utilisent de l'adressage privé, des adresses du bloc qui a été défini par le RFC 1918. Donc, il y a quand même passablement d'adressage disponible là-dedans. Mais il y a quand même des entreprises de nos clients qui ont des restrictions à ce niveau-là, puis n'ont plus suffisamment d'adressage pour ajouter des nouveaux campus, pour ajouter des nouveaux sites à distance. Donc, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça prend une entreprise qui est quand même assez grande pour se rendre à un problème de la sorte. Sauf qu'on commence à le voir chez des très gros clients à nous. Il y aurait aussi une entreprise qui voudrait croître, mais dans des nouveaux marchés étrangers comme l'Asie-Pacifique.
Vous avez probablement entendu parler qu'au mois de février, ARIN a dit qu'il n'y avait plus d'adresse IPv4 de disponible. Donc, les registraires d'Internet régionaux, tout le monde sait ce que ça veut dire, les registraires Internet régionaux? Ici, on a ARIN, on a APNIC en Asie-Pacifique, ils ont l'ACNIC en Amérique du Sud, en Amérique latine. Donc, c'est eux qui doivent donner des adresses IPv4 ou IPv6 aux entreprises ou aux fournisseurs de services aussi. Et puis, en février de cette année, ARIN a annoncé, en fait, IANA, qui est l'entreprise l'entreprise qui, elle, est responsable de donner des adresses aux registraires régionaux, elle a annoncé qu'elle n'en avait plus dans son pool d'adresses. Donc, maintenant, APNIC a été le premier registraire d'Internet régional qui a dit qu'elle non plus en avait plus des adresses. Donc, si on est une entreprise qui a des succursales un peu partout dans le monde puis qui veut faire du VPN à travers l'Internet, ça devient problématique parce que les adresses IPv4 ne sont plus disponibles. Donc, on peut arriver avec un problème de dire, bon, bien, on voudrait bien en avoir ou connecter nos réseaux de distance à travers du VPN, mais on n'a plus la possibilité de le faire à cause qu'il n'y a plus de V4 de disponible. La possibilité à ce moment-là, c'est d'aller vers du V6 qui est disponible et en grand nombre. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour les partenariats, bien, ça pourrait être une entreprise qui veut faire un partenariat avec une autre entreprise qui fait déjà du IPv6. À ce moment-là, ça devient un moyen très facile de raccorder ou de donner une connectivité entre les deux entreprises, on s'entend. Il y a aussi les gens qui font affaire avec des organismes, les organismes gouvernementaux ou les gens qui font affaire avec le gouvernement. Il y a de plus en plus de gouvernements, comme aux États-Unis et en Chine et d'autres gouvernements à travers le monde, qui ont maintenant des restrictions, qui ont maintenant des restrictions, en fait, pour la connexion à leur réseau, puis ils vont forcer certains de leurs partenaires ou de leurs fournisseurs à se connecter à leur réseau à travers IPv6. Donc, ça pourrait être une autre très bonne raison. Au niveau des systèmes d'exploitation et des applications, vous savez déjà probablement, mais si vous avez installé Windows Server 8, vous allez voir qu'il y a des adresses IPv6 qui sont assignées aux interfaces. Dans certains cas, ça peut être, comme on pourrait dire, un wake-up call. J'ai des clients déjà avec qui j'ai fait affaire, et puis souvent, quand les clients me parlent de leur déploiement, je vais leur demander quelle est leur motivation pour déployer IPv6. Ça peut être beaucoup de motivations, probablement des motivations qui se situent dans cette charte-là, mais un client, entre autres, me dit qu'il avait commencé à installer Windows Server 8 et puis tout d'un coup, il avait vu des adresses IPv6 apparaître sur ses interfaces. Donc, pour lui, c'était quelque chose maintenant de dire, bien, c'est-tu dangereux, ça mord-tu? Je vais-tu avoir des problèmes avec ça? Donc, il faut être au courant au moins que c'est là, puis qu'il peut y avoir des impacts positifs ou négatifs. Mais la dernière chose que quelqu'un doit faire, c'est de l'ignorer complètement. Au niveau des applications aussi, il faut vous dire qu'il va y avoir quand même des avantages. Il y a certains logiciels comme Microsoft Direct Access qui est simplement disponible au niveau de V6. Ce que Microsoft fait présentement pour le rouler sur des réseaux qui ne sont pas V6, c'est qu'ils vont le rouler sur des tunnels IPv4. Donc, du V6 encapsulé dans du IPv4, puis c'est comme ça qu'ils donnent accès à ces applications-là. Mais si Microsoft se donne la peine de développer une application qui n'est disponible qu'en V6, c'est quand même un signal à quelque part qu'il y a un niveau d'adoption d'IPv6. Pour régler des vieux problèmes, bien, écoutez, on a tous vu, je pense, des réseaux d'entreprises fusionnés et puis tout d'un coup arriver avec deux réseaux qui utilisaient du 10/8 ou des adresses RFC 19/18. On sait tous ce que ça donne comme résultat. Si on veut que ces deux réseaux-là se communiquent entre eux, bien, il faut à ce moment-là faire du NAT, utiliser toutes sortes de techniques comme ça. Ça fonctionne, mais ce n'est pas l'idéal, on s'entend. Et puis les nouvelles techniques, les environnements avec les machines virtuelles à haute densité maintenant qui
qui font en sorte que si on travaille avec des blocs d'adresses IPv4, ça devient terriblement dur d'être capable de fournir des adresses IPv4 à tous les machines qui ont besoin d'adresses. Smart Grid aussi, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est plus dans le monde de distribution électrique, mais il y a beaucoup de projets qui se font où est-ce que dans une maison ou dans une installation quelconque, il va y avoir des senseurs, et puis tous les senseurs, à la limite, ont une adresse IPv6. Fait que vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas des projets qui seraient facilement déployables avec IPv4. On parlait de Windows Server tout à l'heure. Ça a été justement une grosse surprise pour un client qui est arrivé et qui a fait ce test-là. On a 2 serveurs qui sont sur le même subnet, serveur 1, serveur 2. Et puis, à partir de serveur 2, on ping serveur 1 sur une plateforme Windows 2003. IPv4 est sélectionné par défaut. Le même ping entre les 2 serveurs après une mise à jour à 2008, et puis vous voyez le résultat, on utilise IPv6 par défaut. Ça prend des conditions spéciales. Il y a Microsoft qui, en fait, utilise le Link Local Multicast Node Resolution. Puis ça fait en sorte que tu n'as pas besoin vraiment de DNS. Les 2 machines vont découvrir l'adresse de l'autre en utilisant le LLMNR. Donc, vous voyez un petit changement qui a l'air anodin, puis tout d'un coup, on commence à utiliser du IPv6. Qu'est-ce que ça fait si on ne sait pas? Vous avez peut-être des serveurs dans vos salles de serveurs qui communiquent entre eux, qui communiquent en IPv6. Quand on ne sait pas quelque chose, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe, bien, on peut se faire jouer des tours. Si vous avez des VACL, des VLAN ACLs, des choses comme ça qui vont filtrer au niveau du V4, mais ces VLAN ACLs-là, ils ne font rien au niveau du V6. Donc, vous êtes pris avec un problème. La pire chose, c'est de ne pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre entreprise. Donc, on veut avoir un contrôle sur tout ce qui se passe. Donc, c'est bon d'au moins savoir. Donc, il y a deux recommandations à ce niveau-là. Vous pouvez soit aller de l'avant puis déployer V6, mais de façon contrôlée, ou de le retirer complètement. Mais de le laisser entre 2 eaux comme ça, c'est probablement pas la meilleure chose à faire. Planification et déploiement. Il y a 3 phases principales, je vous dirais. Il y a la phase préliminaire dans laquelle on se pose encore la question, c'est-tu vrai IPv6? Ça va-tu vraiment lever? On entend parler depuis déjà, je pense, 10 ans. Ça fait au moins 10 ans que j'entends parler d'IPv6, puis les gens disent « Ah oui, c'est imminent, là, la fin du monde va arriver, puis tout ça. » Mais on est un peu tanné de se faire dire ça, mais je pense que cette fois-ci, c'est vrai, parce que là, le IANA a annoncé qu'il n'y en avait plus d'adresse, APNIC a annoncé qu'il n'y en avait plus d'adresse. Probablement que RIP, le réseau européen, va annoncer bientôt qu'ils n'en ont plus non plus. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Fait que je pense qu'une fois qu'on a passé cette étape-là de dire est-ce que c'est vrai, bien, on va à la prochaine étape puis on dit bon, bien, on se fait maintenant un plan de déploiement. Il y a des questions qui doivent être posées. Est-ce que je dois déployer IPv6 partout? Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de jour 1 de déployer IPv6 partout puis le rendre disponible dans toutes nos installations. Sauf qu'il faut se poser ces questions-là. Le support, l'état des équipements, c'est encore un autre gros point. Puis c'est la première chose qu'on fait quand on a un engagement avec un client, c'est de vérifier l'état des équipements. Puis, est-ce que tous les équipements supportent IPv6? Des fois, ça prend une mise à jour du hardware. Des fois, ça prend juste une mise à jour au niveau software, logiciel. Donc, il faut déterminer ces choses-là. Le support des fournisseurs de services, ça, c'est un gros point. Vous êtes chanceux, vous avez le risque qui vous donne le service. Mais vous avez probablement d'autres fournisseurs de services qui vous donnent aussi l'accès à Internet. Allez voir ces fournisseurs-là, puis demandez-leur si jamais vous arriviez dans 3 mois, puis que vous demandiez pour avoir l'accès IPv6, s'ils seraient prêts à vous le donner. C'est important parce qu'il y a des fournisseurs qui disent « Ouais, mais moi, je ne l'offre pas tout de suite parce que mes clients ne me le demandent pas. » Mais là, des clients ne te le demandent pas parce que tu dis que tu ne l'offres pas. Fait qu'à quelque part, là, c'est comme c'est l'œuf ou la poule, là. Donc, il faut définitivement vous renseigner auprès de vos fournisseurs de services, puis de poser la question, puis d'avoir l'heure juste sur qu'est-ce qui est disponible, puis si ce n'est pas disponible maintenant, bien, quand est-ce que ça va être disponible? Et puis, finalement, peut-être faire une évaluation de coût, de combien ça pourrait coûter un déploiement IPv6, parce que c'est
pas gratuit. Il y a des investissements au niveau des ressources humaines, investissements probablement au niveau de mise à jour de licences, nouveaux équipements qui pourraient être nécessaires pour être capable de supporter IPv6. Donc, il y a une variété de raisons pour lesquelles il peut y avoir un coût assez élevé qui va être associé à ça. Donc, il faut en être conscient. À cette étape-là, c'est peut-être dur d'évaluer de façon très précise parce qu'on est encore à une étape très primaire de notre déploiement. Donc, mais on fait une estimation, par contre, qui pourra nous aider à au moins avoir une justification de budget puis d'avoir des fonds qui sont débloqués pour le déploiement. La deuxième phase, on a dépassé l'étape du pourquoi. On sait pourquoi on veut le déployer, donc on va de l'avant. On va faire une évaluation vraiment de bout en bout de notre réseau. On va faire une sélection des manufacturiers, si ce n'est pas déjà fait, si on veut rester avec le manufacturier ou si on veut aller vers un autre, si notre manufacturier présent ne supporte pas les options dont on a besoin. Puis il y a aussi définitivement la formation qui est hyper importante. C'est une des étapes que je dirais dans un déploiement IPv6 qui est la plus importante, c'est de former vos ressources. Puis on va le voir plus tard. Dans former les ressources, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir des équipements de lab pour pouvoir le tester. Les gens, en général, quand ils approchent IPv6, ça a l'air d'un gros monstre, ça a l'air de la grosse bête qui dévore tout, là, mais quand on le déploie dans un lab puis qu'on regarde comment ça réagit, puis tout ça, on s'aperçoit que ce n'est pas si loin de ce qu'on a, en fait, dans notre réseau aujourd'hui avec IPv4. Et puis, une fois que l'étape de déploiement préliminaire, pilote est passée, là, on peut passer à une étape de production puis de recherche de parité. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche de parité n'est peut-être pas nécessaire au jour 1. Les gens se demandent souvent, mais moi, si je déploie au niveau V6, je veux avoir toutes les choses que j'ai avec V4. Ça serait peut-être comme un vœu pieux que de vouloir tout ce que vous avez présentement avec V4. Donc, on part puis on dit qu'est-ce qu'on a besoin de façon claire, nette et précise. Puis, dans le futur, bien, on aura une recherche de parité quand on voudra déployer au niveau du réseau au complet, là. Donc, déploiement à grande échelle. La révision opérationnelle de la double pile, c'est qu'il va y avoir des coûts qui vont être associés avec la gestion d'un réseau double stack, dual stack ou double pile, si on veut. Bien, à ce moment-là, il faut quand même être capable d'évaluer ces coûts-là et puis de savoir qu'est-ce que ça va me coûter. Si ce n'est qu'en formation de mes ressources opérationnelles qui va devoir être faite à un certain moment donné. Et puis, ce qui n'est pas à laisser de côté non plus, c'est l'évaluation l'évaluation des stratégiques de notre nouveau réseau. Ça peut être partie de notre motivation à déployer IPv6, en fait, de dire, bien, regardez, si je déploie IPv6 sur mon site, ma face sur l'Internet, mon site Internet, bien, à ce moment-là, bien, je vais offrir mon site Internet à potentiellement plus de monde. Parce que de plus en plus, avec les téléphones cellulaires et tout ça, je peux me couper jusqu'à une certaine limite l'accès à certains clients si je n'ai pas IPv6 d'offert sur ma page Internet. Donc, ça peut être des choses à évaluer parce qu'il y a un coût, mais il faut aussi évaluer les avantages qui viennent avec ce coût-là. Quelques points, donc, pour un déploiement, d'établir un point de départ, d'abord et avant tout. Évaluation du réseau, très important. Les politiques de sécurité. La politique de sécurité, souvent, les gens vont penser à ça après coup. Ils vont se dire, OK, maintenant que mon réseau IPv6 est déployé, je devrais peut-être mettre des politiques de sécurité. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Donc, on conseille de développer les politiques de sécurité pour V6 au fur et à mesure qu'on déploie le réseau V6. Faire l'acquisition d'un bloc d'adresse IPv6, on va en parler plus en détail plus tard dans la présentation, mais il y a diverses options. On peut soit obtenir un bloc de notre fournisseur ou on peut aller directement à ARIN puis obtenir un bloc. Donc, c'est diverses options qui sont disponibles pour nous. Budgéter et créer un lab, c'est définitivement quelque chose de très important aussi. Donc, à ne pas négliger. C'est là que vous allez former vos ressources, puis vous allez justement avoir des gens dans votre entreprise qui vont être prêts à déployer V6, qui vont le connaître, qui vont l'apprivoiser.
Donc, c'est aussi très important. Mise à niveau des serveurs DNS, écoutez, je pense que vous avez vu ce matin dans la présentation de Yves et de Yes qu'il y a des choses à faire au niveau des DNS pour être capable d'accéder IPv4 et IPv6. Donc, puis ce n'est pas tous les DNS. Il ne faut pas assumer que les DNS sont tous prêts à faire cette transition-là. Donc, il faut aussi l'analyser puis le considérer dans notre évaluation. L'établissement d'une politique de gestion de réseau. Dans un premier temps, les équipements, ces équipements-là qui vont être en V6, ils vont être en double pile, il y a fort à parier. Donc, vous allez quand même devoir les gérer, mais ils vont probablement être gérés en V4 dans un premier temps. Mais il y a quand même des MIB qui vont devoir être analysés pour V6. Donc, le nombre de paquets V6 qui sont expédiés, qui sont reçus et envoyés par le routeur, par exemple. Donc, c'est des choses à considérer. Évaluation du protocole de routage unicast et multicast. Je vous dirais que dans la majorité des cas, les gens vont rester avec le même protocole qu'ils roulent déjà. Donc, si vous voulez OSPF version 2 pour V4, vous allez probablement vouloir garder OSPF version 3 pour V6. Les gens qui, au niveau des fournisseurs de services qui roulent déjà ASIS pour leur V4 vont garder ASIS pour leur V6. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit assumer, par contre, puis il faut l'analyser puis de voir qu'est-ce qui est le mieux pour notre réseau. Et puis, l'évaluation et sélection des fournisseurs de services pouvant fournir des services V6, ça avec, c'est une chose qu'on ne doit pas assumer, puis qu'on doit faire l'analyse, puis on doit vraiment voir quels sont les fournisseurs sur le marché présentement qui sont prêts à l'offrir le service. OK, où est-ce qu'on doit commencer? Bien, en fait, ça dépend des besoins. Si vous n'avez pas de besoin précis, vous n'avez pas une application présentement que vous dites, cette application-là, j'aurais besoin d'avoir accès à V6 tout de suite, comme un client qui est à quelque part dans un des campus, puis il y a une application dans le centre de données. À ce moment-là, s'il n'y a pas de besoin précis, on commence par le réseau fédérateur. Donc, on va avec le cœur du réseau, on déploie V6, on n'impacte rien proprement dit. C'est une bonne place pour commencer puis dire, si je me trompe dans mon plan d'adressage, bien, il y a toujours moyen de refaire mon plan d'adressage. Donc, c'est une bonne place pour que les gens dans votre groupe d'ingénierie puissent prendre l'expertise à déployer IPv6. Après ça, bien, vous pouvez vous en aller vers la couche d'accès. Puis quand les gens auront besoin des services IPv6, bien, IPv6 sera déjà là. Par contre, si on a des clients qui sont dans le campus à la droite et puis qui veulent accéder des serveurs dans mon centre de données à gauche, là, à ce moment-là, c'est un besoin bien précis. Puis c'est souvent dans un cas comme ça qu'on va utiliser des modes de tunnelage, par exemple, de V6 sur V4. Mais c'est dans un mode comme ça qu'on commence sur l'accès du réseau puis qu'on va se rapprocher du cœur. Mais je vous dirais qu'idéalement, on commencerait par le cœur, puis on s'en irait vers l'accès, vers la couche d'accès. Considération pour l'adressage. Donc ici, j'ai un diagramme qui illustre, généralement parlant, de quoi ça devrait avoir l'air un réseau, la hiérarchie au niveau V6. On a l'Internet, on a le 2000/3 qui a été assigné pour IPv6. Dans un premier jet. Les fournisseurs de services obtiennent, eux, leurs adresses de ARIN en Amérique du Nord, qui, ARIN, les reçoit de IANA, qui est le Internet Assigned Number Authority. Donc, c'est un peu la chaîne. Votre fournisseur de services va vous fournir un /48 en général pour une entreprise. Et puis, vous, comme entreprise, vous allez déployer des /64 sur l'accès. Fait qu'en bout de ligne, des /64, tu en as 65 536 dans un /48. Donc, si tu as plus que 65 536 subnets dans ton réseau, bien, ça pourrait être une bonne raison pour aller chercher plus qu'un /48. Ça, c'est la valeur par défaut qu'on obtient. L'autre chose à mentionner, c'est que, généralement parlant, un /64, c'est ce qu'on va avoir sur tous les subnets usagés.
Donc, slash 64, c'est la recommandation. Il y a des gens, par contre, qui se disent pourquoi je signerais un slash 64 qui pourrait adresser comme 18 quintillions de machines sur un subnet si j'ai un lien point à point. Mais pour les liens point à point, il y a un petit peu plus de latitude, puis on peut y aller avec un slash 127, effectivement. Donc, on a 2 adresses qui sont disponibles. La même chose pour les loopbacks, les adresses loopback sur les routeurs. On n'adressera pas ça avec un slash 64, on va prendre un slash 128 dans ce cas-là. Tout le monde était ici ce matin pour la présentation? Oui? Oui, j'étais là. Il n'y a pas de problème au niveau de ce qui c'est d'utiliser les slash 127 et les 128. Il n'y a personne qui crie au meurtre. Non, c'est effectivement, ça a toujours fonctionné en fait. Il y a des RFC qui sont sortis qui donnent leur aval à l'utilisation des slash 127, mais même avant ça, dans l'iOS, ça a toujours été supporté. Quoi qu'il y avait des RFC qui disaient, bien, on devrait peut-être éviter d'utiliser ces blocs-là et des choses comme ça, mais donc c'est supporté. D'autres questions là-dessus? Ça va? Il y a peut-être une chose aussi qui est importante à mentionner, c'est les blocs indépendants du fournisseur, ou ce qu'ils appellent des Provider Independent en anglais. C'est des blocs, en fait, que l'entreprise demande directement de ARIN, au lieu de passer par le fournisseur de service. L'avantage de ça, c'est que si je change de fournisseur de service demain matin, je n'ai pas besoin de refaire mon adressage au niveau de mon réseau. J'ai déjà un bloc d'adresse et puis j'utilise toujours le même bloc d'adresse. Ça devient aussi un peu compliqué quand on obtient notre adresse du fournisseur de service. Il faut tenir en ligne de compte qu'on va avoir 2 blocs d'adresse. Et puis, au niveau routage, ça pourrait complexifier les choses un petit peu, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. J'ai quelques différents scénarios là, qui adressent ces choses en particulier. On va montrer 3 scénarios de comment on peut déployer de l'adressage IPv6 dans les réseaux d'entreprise. Et puis, ici, vous avez probablement vu que les adresses locales uniques ou les Unique Local Addresses sont des adresses qui sont l'équivalent du RFC 1918 pour IPv4. Donc, c'est des adresses qui sont strictement utilisées à l'intérieur d'un réseau, ne doivent pas être annoncées vers l'Internet. Donc, c'est des restrictions qui sont assez sévères. Si on veut déployer un réseau comme celui-là, avec des adresses ULA, à l'interne, on va pouvoir communiquer entre toutes nos stations, il n'y aura aucun problème, sauf que ça reste de l'interne. À partir du moment où on veut aller vers l'Internet, on devra utiliser un appareil pour faire du NAT 6.6. En passant, le NAT 6.6 n'existe plus vraiment comme nom, vu qu'il y a une connotation négative à NAT. Maintenant, on utilise le Network Prefix Translation, qui est en fait beaucoup plus performant que le NAT. Donc, on va avoir un genre de NAT pour 6 vers 6, mais ça ne sera pas exactement ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, présentement, en fait, ce modèle-là fonctionne un peu comme le modèle courant, ce qu'on fait avec V4 présentement. On a de l'adressage privé à l'interne, puis quand on va sur l'Internet, on fait du NAT, puis il n'y a aucun problème. On est naté vers une adresse globale, et puis la connectivité est bonne. Le gros désavantage, c'est qu'on perd la connectivité de bout en bout, qui était supposé être le gros avantage au nouveau V6, qui était supposé dire, bon, bien, on va avoir plein d'avantages qui vont provenir du fait que maintenant, on n'a plus d'équipements qui vont briser la connexion aux entrées du réseau ou à certains endroits dans l'Internet. On va avoir une bonne connectivité de bout en bout. C'est pas vraiment... au niveau sécurité, il y a des gens qui le voient comme un désavantage, mais on va voir que ce n'est pas vraiment une politique de sécurité que de gérer l'accès à son réseau en mettant des adresses privées. La deuxième option, c'est d'y aller... on a vu dans la première option que la difficulté, c'était justement, quand on voulait sortir sur l'Internet, ça nous prenait un NAT. Les NAT, les équipements de NAT pour le 6.6 sont pas monnaie courante. Donc, trouver un manufacturier qui le fait présentement, ça serait peut-être un problème. Vous pourriez en trouver un, mais dire si je veux faire une évaluation de 2 ou 3 ou 4 équipements, ça pourrait être un problème. Donc, à ce moment-là, on dit, bon, bien, pour régler le problème,
on va assigner 2 adresses à tous nos postes de travail dans le réseau. On va assigner une adresse globale pour quand les stations voudront aller vers l'Internet et une adresse locale unique pour quand la station de travail voudra communiquer avec d'autres postes de travail à l'interne. On a un processus au niveau V6 qui s'appelle sélection d'adresse source. C'est ce qui va déterminer, dire, OK, je vais aller vers une adresse unique locale, je vais utiliser une adresse unique locale. Si je veux aller vers une adresse globale, je vais utiliser mon adresse globale aussi. Donc, c'est de l'intelligence qui est déjà pré-bâtie, si on veut, ce qui est déjà inclus dans V6. Les filtres, encore là, doivent être mis en place pour s'assurer que nos adresses locales uniques ne sont pas annoncées vers l'Internet. Le gros désavantage de cette solution-là, qui est, soit dit en passant, déconseillée, c'est la gestion. Déjà, on va avoir un double pile dans notre réseau. On va avoir du V4, on va avoir du V6 sur toutes nos interfaces de postes de travail. Mais non seulement on s'arrête à avoir justement deux adresses, mais là, dans ce cas-là, on en aurait 3. On aurait une adresse V4, une adresse V6 globale, une adresse V6 unique locale. Donc, ça devient très, très difficile à gérer. Puis, pour cette raison, cette solution-là est déconseillée. Tout comme la première aussi, là, présentement déconseillée pour les raisons qu'on avait énoncées. Là, le NAT 6.6, ce n'est pas vraiment monnaie courante. Puis, présentement, on ne reconseille pas non plus cette approche-là. Donc, la deuxième déconseillée aussi. Celle qui est vraiment conseillée, c'est d'adresser toutes les ressources à l'interne, tous les postes de travail avec de l'adressage global. Donc, l'adressage global va nous permettre de communiquer avec tous les postes de travail à l'interne et puis va aussi nous permettre de communiquer avec n'importe quelle destination sur Internet. Donc, il n'y a pas de restriction au niveau des adresses globales. Comme le nom dit, elles sont globales, elles sont uniquement globales partout sur l'Internet. Donc, c'est l'équivalent d'une adresse globale IPv4 présentement. Donc, c'est définitivement la solution préférée. La gestion est beaucoup plus facile. Le seul désavantage avec cette approche-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui croient que de faire de la sécurité en ayant un réseau interne qui est déployé avec l'adressage privé, c'est une bonne pratique. En fait, c'est juste une partie du problème qui est réglée. Ça ne remplace pas des bonnes politiques de sécurité. Donc, le fait d'avoir de la connectivité bout en bout dans l'Internet en utilisant des adresses globales à l'interne, comme par exemple chez nous, chez Cisco, on utilise des blocs d'adresses qui sont publics, des adresses enregistrées qui sont assignées au poste de travail. Pour autant, ce n'est pas vraiment une brèche de sécurité. On doit juste avoir les bonnes politiques de sécurité qui sont appliquées au niveau de l'accès Internet. Et puis, je pense que c'est là qui est le gros du focus. Question là-dessus? Sur les 3 approches dont on a parlé? Au niveau V6, vous en avez peut-être entendu parler ce matin, il y a deux méthodes principales pour assigner des adresses au poste de travail. On a le Slack, qui est l'autoconfiguration d'adresses sans contexte, qui permet au routeur de donner un préfixe, d'annoncer un préfixe sur un subnet. Et puis, les stations de travail vont prendre ce préfixe-là, ce /64-là, et puis vont déterminer eux-mêmes leur adresse de hôte, si on veut. Donc, les 64 derniers bits vont être configurés par le poste de travail. C'est une méthode. Pour les gens qui utiliseraient déjà des HTTP/V4 parce que ça offre un bon contrôle, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi au niveau V6. Donc, il n'y a pas de problème d'utiliser des HTTP au niveau V6. Je vous dirais que présentement, il y a une tendance à utiliser des HTTP/V6 parce que ça offre un meilleur contrôle. Avec le Slack, le désavantage, avec le Stateless Address Auto-Configuration, le désavantage, c'est que, bon, il y a beaucoup d'intelligence sur le routeur à l'accès, mais pas de façon centralisée. Donc, un administrateur de réseau qui veut savoir qui est où et quand, c'est beaucoup plus difficile. Donc, des HTTP/V6 demeurent la bonne façon de savoir qui est où, puis à quel moment les personnes étaient connectées au réseau. Il y a aussi l'adresse statique
Mais l'adresse statique, je ne vous le conseillerais pas. J'ai de la misère à entrer une adresse IPv4 sans faire de faute sur un routeur. Fait que je ne conseillerais pas à personne. À part sur les routeurs. Les routeurs vous allez devoir aller mettre les adresses de façon statique. Mais sur les postes de travail, ça deviendrait rapidement l'enfer, un cauchemar, si on veut. Donc, c'est clair que Slack et le DHCP V6, il y a deux types de DHCP V6 en passant. Un qui est sans contexte, l'autre qui est avec contexte, dans le sens que avec DHCP V6, on peut aller chercher notre adresse V6, on peut aller chercher notre nom de domaine, on peut aller chercher l'adresse DNS, on peut aller chercher toute cette information-là. Mais si on veut chercher juste l'adresse au niveau du DHCP, au niveau de Slack, puis on va chercher le nom de domaine, puis l'adresse du DNS, on appelle le mode DHCP à ce moment-là un mode sans contexte. Fait que ça peut être même votre routeur sur votre subnet qui va vous donner ces informations-là. Mais c'est pour ça que c'est important. Le mode avec contexte, si on veut, c'est exactement l'équivalent de votre DHCP V4 que vous avez présentement. OK, les concepts généraux. On parlait de redondance au niveau des passerelles par défaut. Donc, si vous utilisez HSRP présentement ou GLBP, c'est aussi disponible dans V6. VRRP est disponible, va être disponible bientôt sur nos plateformes, mais présentement, HSRP puis GLBP sont disponibles. Ils fonctionnent à peu près de la même façon que ça fonctionne sur IPv4. C'est disponible, c'est là, c'est utilisable. Donc, vous n'avez pas besoin de réapprendre tous ces concepts-là. C'est les mêmes concepts qu'au niveau V4. Le détection d'inaccessibilité du voisin ou le Neighbor Unaccessibility Detection, qu'on appelait le NOD au départ de IPv6, n'est plus utilisé présentement. C'était quelque chose qui était là pour justement combler le manque de support pour HSRP et des autres techniques de redondance au niveau de la passerelle par défaut. C'est quelque chose que vous pouvez ignorer, c'est plus vraiment utilisé. Multicast, est-ce qu'il y en a qui font du multicast ici, dans leur réseau? Oui, bon, bien, la bonne nouvelle, c'est que le multicast au niveau V6, c'est de façon générale la même chose qu'au niveau V4, sauf qu'il y a des petits trucs qui changent. Mais il y a des avantages qui sont effectivement déployés avec V6. Donc, la façon dont un poste de travail va signaler qu'il veut recevoir un groupe, en V4, on le fait avec IGMP. Au niveau V6, on le fait avec MLD, Multicast Listener Discovery. Ça, c'est la même chose. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. Mais le gros avantage, je vous dirais, c'est pour ceux qui ont déjà déployé des ERP, des Rendezvous Points. Vous pouvez savoir que c'est parfois complexe de bien positionner un Rendezvous Points, puis utiliser un protocole comme AutoRP ou comme BSR, où il y a plein de protocoles qui peuvent servir à ces fins-là. Mais avec IPv6, ce qu'on a, c'est on a une notion de RP qui est embarquée. Donc, l'adresse multicast qu'on va utiliser va contenir l'adresse du ERP en V6. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez déployer ou que vous voulez déployer, mais si vous voulez le faire, ça devient très, très intéressant parce que tu n'as plus besoin de protocole pour déployer ton adresse de Rendezvous Point. C'est directement dans l'adresse de multicast comme tel. Puis, un des gros avantages avec V6 multicast, c'est la même chose qu'au niveau de V6 en général, c'est l'abondance d'adresses qui sont disponibles. Là. Présentement, on a les groupes multicast, on est tout le temps en train de jouer avec ça puis de dire, bon, ben, regarde, ces groupes-là sont réservés puis ça. Avec V6, là, il y a une abondance d'adresses multicast. Là, c'est à y perdre son latin. Qui est une bonne chose en passant. Donc, beaucoup d'adresses. Pour le QoS, ben, en fait, on pourrait passer une bonne journée à parler de QoS. Ici, on va se concentrer sur l'aspect qu'est-ce qui change au niveau de QoS dans un contexte IPv6. Donc, si vous regardez au niveau du Modular QoS CLI ou le MQC dans iOS, on va toujours faire un match IP ou IP DSCP ou un match sur IP Precedence
Pour IPv6, en fait, on enlève juste le mot-clé IP. Si vous faites match sur DSCP, match sur précédence, vous allez à la fois sélectionner le V4 et le V6. Donc, ça devient assez intéressant à ce niveau-là. Ça simplifie même les politiques de QoS, si on veut, là. Parce que la même politique de QoS peut être utilisée à la fois pour V4 et V6. Déploiement des infrastructures. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le mode double pile? Même si on parle dans un contexte, je pense que ceux que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent en interréseautage ont déjà fait du double pile, mais avec du IPX probablement, du IPX, IPv4, du Apple Talk avec du IPv4. Dans le temps, on ne disait pas du IPv4, c'était du IP tout court. Bon, mais reste que c'est du double pile, c'est de gérer plus qu'un protocole sur une plateforme. Donc, le mode idéal pour le déploiement, pour la transition, c'est définitivement d'y aller avec le double pile, IPv4 et IPv6 partout. Dans certains cas, ça peut ne pas être possible parce qu'on a des équipements qui ne supportent pas le V6 de façon... parce que les équipements sont trop âgés et puis, bon, les logiciels qui roulent là-dessus ne supportent pas. Dans ces cas-là, on pourrait avoir besoin d'utiliser des services de tunnelage. Donc, les services de tunnelage, ça va relier des îlots IPv6 à travers, en fait, c'est ça, des îlots IPv6 à travers un réseau IPv4 ou l'inverse. Ça pourrait être, à un certain moment donné, on aura probablement le problème inverse, mais présentement, on a surtout du IPv6. En fait, c'est celui-là, IPv6 sur IPv4, qui est présentement utilisé. Celui-là, on le verra comme plus tard dans la transition. C'est sûr que quand on sera en train de faire un phase-out de IPv4, on aura probablement besoin de celui-là. Mais présentement, on fait surtout l'encapsulation de IPv6 sur du IPv4. On a aussi les services de traduction. Les services de traduction, c'est clair, c'est de faire de la traduction de V4 à V6 ou de V6 à V4. Présentement, on parle de services de traduction de V4 à V4 ou de V6 à V6 aussi, mais c'est juste pour vous donner comme quelques mots-clés auxquels on va référer plus tard dans la présentation. Campus et centres de données. Bon, on a trois approches, en fait, qu'on peut prendre au niveau du campus et des centres de données. On a le mode double pile, qui est définitivement celui qui est l'idéal. Si on a l'opportunité de dire on va déployer V6 partout, c'est définitivement celui qui donne le moins de mots de tête à quelqu'un qui fait une transition à IPv6. Le mode hybride, en fait, c'est de dire on utilise le mode double pile partout où on peut, puis on utilise des tunnels où est-ce qu'on ne peut pas. Donc, j'ai des vieux équipements qui ne supportent pas IPv6, bien, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. Si je ne veux pas remplacer cet équipement-là, je peux le laisser en place, puis je peux juste passer des tunnels qui vont transporter du IPv6 sur du IPv4. Oui? Peut-il avoir des préoccupations en mode double pile de ressources ou d'équipements, par exemple? Oui, tout à fait. C'est un très bon point. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de faire une évaluation du réseau. Pas seulement de dire est-ce que mon hardware le supporte, est-ce que mon logiciel le supporte, mais aussi de dire est-ce que mes équipements sont déjà pris, ils en ont jusqu'à la gorge, puis dire si je rajoute IPv6, c'est pas vraiment beaucoup à rajouter, mais vos équipements sont peut-être déjà saturés comme c'est là, donc c'est un très bon point, c'est une chose à considérer. Donc, si on parle maintenant du mode hybride, bien, comme je vous disais, on utilise le mode double pile ou le mode natif où est-ce qu'on peut et les tunnels où est-ce qu'on n'a pas le choix, où est-ce que les équipements ne supportent pas le IPv6 comme tel. Il y a aussi la troisième option qui est de faire un bloc de service parce que le mode hybride, en fait, on va le faire avec les équipements existants. Donc, on va prendre peut-être des routeurs de cœur à quelque part et puis on va terminer nos tunnels là-dessus. Et puis, on va commencer à passer du trafic jusqu'à nos routeurs de core où est-ce qu'à partir de là, on va avoir du V6 natif. Sauf que ce n'est pas nécessairement toujours souhaitable de commencer à déployer des nouvelles technologies sur nos routeurs de core, comme des tunnels, par exemple. Donc, ça pourrait être préférable d'avoir un bloc de service complètement séparé
des nouveaux équipements qui vont gérer cette situation-là. On va en parler plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, quelques limitations avec le mode double pile natif. Donc, en principe, on devrait être capable de supporter V6 en hardware partout avant d'être capable de passer à ce mode-là. Donc, il faut que les équipements soient des équipements assez récents. Bien, assez récents, on parle de 3 ou 4 ans. Là. Et puis d'avoir des logiciels qui vont avec. Une autre question qui est souvent demandée, c'est mes équipements de niveau 2. Qu'est-ce qui se passe avec mes équipements de niveau 2 dans un déploiement IPv6? Bien, en principe, les équipements niveau 2 ne sont pas impactés par le déploiement IPv6. Le trafic va simplement passer à travers ces équipements-là et puis c'est transparent. Sauf que si on a besoin de faire du multicast, comme on avait le IGMP snooping qui était activé sur certains équipements avec V4, on doit avoir du MLD snooping dans ce cas-là. Donc, les équipements doivent être, d'une certaine façon, au courant qu'il y a du V6 qui passe sur l'équipement. Pour la gestion des équipements aussi comme tel, gestion IPv6, si jamais vous dites, bien, moi, je veux commencer à gérer mes équipements à travers V6. Si les équipements niveau 2 ne supportent pas le V6, bien, on est un peu dans le trouble. Sauf que présentement, si vous déployez en double pile, vous allez fort probablement gérer vos équipements en V4. Donc, ça sera sensiblement pas un problème. Et puis, on parle ici des services intelligents sur les équipements de wireless. Donc, si vous avez des services, même si les équipements de wireless en général, c'est des équipements niveau 2, il faut quand même tenir compte que ces équipements-là devraient être sensibles ou connaissants des protocoles niveau 3 si on a des services intelligents sur ces équipements-là. Il y a la sélection du protocole de routage, comme je disais tout à l'heure, qui va être, dans la majorité des cas, le même qu'au niveau de IPv4 pour justement la protection des connaissances de vos gens d'opération. Si vous avez déjà V4, OSPF V4 qui roule dans votre réseau, d'utiliser OSPF pour V6 aussi, ça va être beaucoup plus facile pour les gens d'opération de continuer à supporter le réseau parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre OSPF V2 qui sert à V4 et OSPF V3 qui sert à V6. Les différences sont quand même marginales. Et puis, il y a le support de VSS au niveau d'IPv6, qui est une bonne chose. Là, en fait, là, les switches virtuels supportent maintenant le V6, donc ça nous donne plus de redondance à ce niveau-là. Le mode de double pile, comme je vous disais tout à l'heure, je vais passer comme assez rapidement à travers ça. Ici, on parle de tunnels isotapes. C'est juste pour mentionner que les tunnels isotapes, c'est des tunnels qui sont basés sur les postes de travail. Donc, on pourrait aussi avoir un mode hybride avec des tunnels statiques, donc qui partent de nos routeurs d'accès puis qui s'en vont vers la couche core ou de routeur d'accès à routeur d'accès dans certains cas, mais c'est faisable. Oui? C'est juste une question que je me pose. En mode double pile, là, nos équipements, nos autres, les serveurs qui fonctionnent V4, V6, oui. Quand ils communiquent entre eux, en mode double pile, là, ils se trouvent à parler sur les deux. En fait, ils vont préférer, dans la majorité des systèmes d'exploitation, ils vont préférer V6. Donc, si dans le DNS, il y a un record A et quadruple A, bien à ce moment-là, je vais prendre le quadruple A qui est pour le IPv6 au lieu de prendre le record de type A. Donc, on va toujours donner une préférence à V6 en général. C'est le cas avec Microsoft. Probablement que chaque système d'exploitation va différer un petit peu, mais en général, c'est le cas. On donne une préférence à V6. Ce qui est normal, parce que dans le fond, c'est notre but ultime, c'est d'aller vers V6. Donc, on va toujours préférer V6. Bon, c'est ça. Fait que dans ce mode hybride-là, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'on va réutiliser des infrastructures qui sont déjà existantes. Fait que c'est un des avantages. On n'a pas besoin de remplacer une vieille Catalyst 5500 qui est encore dans le réseau puis qui ne supporte définitivement pas V6. Donc, on la laisse là, on passe un tunnel V4 au travers et puis on est complété avec notre déploiement. Donc, c'est une étape dans un processus et puis le but ultime, c'est d'aller vers le mode double pile. Mais c'est une étape transitoire. Oups. OK.
Ici, c'est exactement la même chose que le mode hybride, sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé un bloc de service. Ici, en 2, c'est un nouveau bloc de service qui est complètement différent. Même les accès Internet ici sont en fait séparés de ce qu'on avait pour l'Internet V4. Donc, l'avantage de ce modèle-là, c'est de dire on ne touche absolument à rien de nos infrastructures, sauf qu'on ne réutilise pas toutes les infrastructures. On va devoir faire débourser des sommes additionnelles pour faire l'acquisition de ce nouveau bloc de service-là. Sauf qu'encore là, on a encore, dans ce cas-ci, on roule du ISOTAP, des tunnels ISOTAP, à partir des stations de travail directement vers ce nouveau bloc de service-là. Et puis, on n'impacte à peu près pas notre réseau existant. Au départ, quand on a commencé à faire du V6 chez Cisco à l'interne, c'était un peu le modèle qu'on avait utilisé. On avait un bloc de service pour toutes les régions au niveau mondial. Maintenant, on a répliqué ce bloc de service-là pour chacune des régions au niveau des continents. Donc, on a une meilleure répartition. Si tu es à Montréal, bien, tu t'en vas pas à San Jose pour sortir sur l'Internet. Donc, tu peux avoir une réplication de ces blocs de service-là pour avoir moins de délai dans tes accès Internet. Ici, on parlait un peu de la plateforme ACE, qui est un répartisseur de charge ou communément appelé un load balancer, qui peut faire du V6 vers du V6, donc une adresse virtuelle IPv6 répartie sur plusieurs adresses réelles V6 en arrière. Mais le but ici, c'est, je vous parlais des serveurs, mettons les serveurs web qu'on a sur l'Internet. Il y a des gens qui disent, bien, c'est probablement le premier service que moi je veux mettre en V6, c'est d'avoir au moins mon site Internet disponible sur l'Internet V6. Il y a deux choix. C'est le choix qu'on change toutes les infrastructures puis pour notre serveur web, puis qu'on les mette en V6, y compris le serveur web lui-même, ou qu'on y aille avec une technique qui est démontrée dans ce diagramme-là, où est-ce qu'on a du NAT 6.4 qui se fait à l'aide d'un ASR, une plateforme ASR 1000, et puis qu'on fait du load balancing après ça en 4 vers 4. Donc, comme on le fait aujourd'hui avec un ACE, donc des adresses virtuelles V4 vers des adresses réelles V4, ou y aller aussi avec un mode SLB 6.6, donc des adresses virtuelles V6 vers des adresses réelles V6, et puis une couche de NAT, si on veut, NAT 6.4. On parlait de traduction de protocole tout à l'heure, ça en est un exemple dans ces deux scénarios-là. Il y a aussi une fonctionnalité qui n'est pas démontrée aussi ici, mais qui est récemment disponible sur la plateforme ACE, où est-ce qu'on a une répartition de charge d'adresses virtuelles V6 vers des adresses réelles V4. Donc, ça rend ça rend la mise en place de nos services web sur l'Internet V6 assez facile à ce niveau-là. OK, les réseaux à grande distance. Bon, en fait, une chose que je dois expliquer, c'est que V6, dans l'iOS, ça fait des années que c'est disponible. Il y en a peut-être qui l'ont déjà testé il y a 10 ans, c'était déjà disponible. Pour les services WAN, tout ce que vous avez besoin devrait en principe être là, mais on ne peut jamais assumer. Donc, on vient toujours à l'exemple du lab de tout à l'heure où on parlait de dire faites vos preuves de concept dans le lab et puis après ça, vous serez prêt à le déployer en production. C'est un exemple flagrant de ça ici. Support devrait être disponible pour à peu près tous les liens, frame relay, liens dédiés, MPLS. Comme on dit par exemple dans le paragraphe d'avant, le but ultime, c'est de faire du double pile, mais on pourrait là aussi avoir besoin du tunnelage. Dans un cas, par exemple, vous prenez peut-être des services MPLS présentement, MPLS VPN. Donc, vous achetez des services MPLS VPN de Bell Canada ou TELUS ou peu importe. Ils ne vont pas nécessairement vous donner le même service pour V6 qu'ils vous donnent pour V4 présentement. Donc, dans ce cas-là, vous n'auriez pas le choix. Vous avez juste du V4 que Bell vous donne, ou que TELUS vous donne, ou qu'un autre vous donne. Mais à ce moment-là, vous auriez probablement besoin de tirer un tunnel entre certains de vos sites et puis d'encapsuler le V6 par-dessus du V4 pour vous rendre de bout en bout. C'est clair? Puis le support V6, bien, écoutez, il est plus riche que dans l'environnement campus puis centre de données, juste parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il existe pour les technologies de WAN en général. L'accès à distance, c'est à peu près, je pense, le
dernier chapitre à couvrir. Bon, au niveau de Cisco, on a deux façons dont on fournit des services d'accès à distance. Donc, vous avez des développeurs, vous avez des vendeurs, vous avez toutes sortes de personnes qui se promènent sur la route, qui sont un peu partout, puis vous voulez leur donner accès à votre environnement corporatif. Il y a en fait la méthode traditionnelle qui était le client Cisco VPN, et puis vous avez aussi le AnyConnect, le client AnyConnect. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous roulez le client Cisco VPN, ce client-là ne supportera jamais le V6. Par contre, vous pouvez faire encore là un tunnel ISATAP par-dessus le tunnel VPN qui est disponible avec le client Cisco VPN, et puis d'avoir du V6 par-dessus votre V4 qui vous est offert par le client VPN. Dans l'autre cas, avec le client AnyConnect, ça vient natif. Donc, vous terminez ça sur un ASA et vous allez avoir les services V4 et les services V6 au même niveau. Les deux vont être encapsulés dans du SSL, mais vous allez avoir les deux qui vont être, si vous voulez, au même niveau. Il n'y a pas un qui va être encapsulé par-dessus l'autre. Le V4 et le V6 sont offerts au même niveau, au même type. Donc, c'est probablement peut-être plus élégant d'avoir une solution AnyConnect, mais c'est quand même possible de le faire en mode encapsulé avec le client traditionnel Cisco VPN. Des questions là-dessus? Bon, en conclusion, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de faire le double pile partout. Ce n'est pas toujours disponible, donc quand ce n'est pas possible, le mode tunnel est le deuxième meilleur choix. Et puis, la traduction de protocole dont on parlait plus récemment, ça serait probablement la dernière alternative dans les méthodes de déploiement. Création d'une équipe virtuelle. Tous les clients que j'ai vus qui ont eu des déploiements V6 qui ont été réussis avaient passé par cette étape-là. Ils avaient créé une équipe multifonctionnelle avec des gens de système d'exploitation, des gens de sécurité, des gens de réseau, les gens d'application, pour s'assurer d'avoir une synergie entre tous ces groupes-là, puis de dire, bon, mais tout le monde est au courant de où on est rendu dans notre... La pire chose qu'on peut faire, ou la pire situation qu'on peut rencontrer, par exemple, c'est de tirer ou de déployer tout le V6 nécessaire entre la station de travail de quelqu'un et puis le centre de données, puis s'apercevoir que finalement, dans le centre de données, c'est pas possible de connecter V6 parce que les serveurs ne le supportent pas ou parce qu'on n'a pas de répartisseur de charge qui supporterait un mode 6 vers 4 ou vice-versa. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence au niveau des équipes de support. Et puis, comme je vous dis, c'est un point extrêmement important. Si vous voulez avoir un déploiement V6 qui est réussi, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire comme ça qui va travailler vers un objectif de déploiement IPv6. Les serveurs Microsoft, encore là, très important. Il y a beaucoup de serveurs de beaucoup de compagnies qui supportent déjà le V6 de facto, en les sortant de la boîte et en les déployant. Donc, vous êtes mieux d'être au courant que c'est là et puis de faire quelque chose avec, plutôt que de l'ignorer et de dire « Ah, bien, ça se peut que deux serveurs se parlent en V6 dans mon centre de données, mais en bout de ligne, ça fonctionne. » C'est quand même quelque chose que vous devez savoir. Vous voulez connaître les impacts sur votre réseau que ces communications-là vont avoir. Le quatrième point, c'est de dire déployez-le, au moins dans un lab. C'est important de faire du lab avec V6 pour bien le maîtriser. V6 ne mord pas. Ça peut faire mal les premières fois, mais ça ne mord pas. Puis des choses à considérer, c'est de dire aussi toujours regarder vos objectifs à court terme et puis de dire, bon, mais je peux déployer avec 80 des fonctionnalités de V4, mais à long terme, je veux quand même avoir une parité entre V4 et V6. Mais il ne faut pas que le 20 qui vous manque soit un empêchement de commencer votre déploiement, parce que ça revient au dernier point qui dit vous devriez commencer à un moment donné, parce que si vous êtes à la dernière minute, bien, les chances sont que votre déploiement va mal aller. Puis à ce moment-là, ça va être de rentrer des ressources spécialisées pour vous aider. Puis
C'est sûr que chez nous, on n'a rien contre ça parce qu'on a des gens de services professionnels qui ne font que ça. Mais pour le bien de votre entreprise, c'est probablement d'y aller justement à votre propre rythme et de commencer maintenant puis de dire, bien, si mon déploiement finit dans 3 ou 4 ans, bien, il n'y a pas de problème. Si vous commencez dans 3 ou 4 ans, vous aurez peut-être 6 mois ou 1 an pour le déployer, puis là, ça sera un problème. Parce que vous serez sur stress. Oui? Merci pour la présentation. Je voudrais juste que tu nous parles aussi des outils de gestion. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai cité un panel de différentes universités dans l'Ouest où, par exemple, on nous disait que pour faire la détection de trafic peer-to-peer, on ne pouvait pas le faire parce que tous les paquets IPv6 sont mis dans le même bucket. Qu'est-ce qu'on fait avec cette problématique-là? C'était-tu un genre de situation où les paquets étaient encapsulés dans du V4 ou... Honnêtement, je ne peux pas te dire parce que parmi les panélistes, il y en avait qui avaient déjà essayé des doubles piles, il y en a qui n'ont pas essayé des doubles piles. D'accord. On ne peut pas préciser. Parce qu'effectivement, c'est un bon point. Parce qu'il y a beaucoup de stations de travail présentement qui vont établir des tunnels V6 sur V4 de façon automatique, avec un Mac, avec une station Windows. Si vous ne prenez pas des précautions dans votre environnement pour que ça se passe, vous avez peut-être déjà du trafic V6 qui se promène sur vos réseaux, mais vous ne le contrôlez pas parce que pour vous, c'est du trafic V4. Fait que pour savoir exactement ce qui se promène sur votre réseau, puis comme disait le monsieur, trafic peer-to-peer, il est dur d'arrêter si tu ne sais même pas que c'est du trafic peer-to-peer. Donc, c'est la seule manière d'empêcher les gens d'encapsuler du V6 dans du V4, c'est de leur donner des services V6 natifs, qui serait la meilleure façon, à mon avis. Oui? Oui, j'ai 2 questions sur le NAT. Oui. Le NAT 64, présentement, il est juste disponible, je pense, sur la ASR. Est-ce qu'il va être disponible sur d'autres plateformes? Sur les petites plateformes, je te dirais, oui, tu as raison. Le ASR 1000, c'est la plus petite plateforme qui supporte le NAT 6.4 présentement. On a les très grosses plateformes, le CRS, avec les cartes de service qui supportent aussi. Puis, on a acheté des plans de supporter le NAT 6.4 sur les ASR 9000 avec en fait, c'est supporté présentement avec des cartes de service. Éventuellement, ça va être disponible sur, je te dirais, dans iOS standard. Peut-être pas avec la même performance que tu vas avoir sur une ASR 1000, mais ça va être quand même, si tes besoins sont réduits ou tu as besoin d'une performance moins grande, probablement qu'un 38, un 3800, ou ces genres d'équipements-là le supportera éventuellement. Mais je ne sais pas exactement ce qu'on en est avec ça précisément. Et aussi le NAT 6.6. Oui. Avoir des adresses privées. J'ai lu beaucoup là-dessus et ça n'existe pas vraiment. C'est ça? Ça existe, mais ça n'existe pas. Présentement, il y a des gens qui le font. Je suis sûr qu'il y a des compagnies qui se disent « Nous, on a du NAT 6.6 ». Ce qui a été standardisé récemment, c'est ce qu'on appelle le NPT V6, le Network Prefix Translation V6, qui est un NAT, mais sans les inconvénients de NAT. On fait juste comme faire la traduction de préfixe. Donc, c'est très, très efficace. Puis, c'est probablement ce qui sera recommandé là, pour faire du NAT de 6 à 6, sauf que, comme je vous dis, là, le mot NAT, on l'a comme éliminé de la liste parce qu'il y avait des connotations négatives. Fait que le dernier RFC parle plutôt de NPT V6. Oui, monsieur? En IPv4, on a les domaines de broadcast. Oui. On sépare nos domaines de broadcast, on les isole avec des routeurs, on crée des réseaux IP qu'on découpe avec, on peut prendre des adresses IP privées. Là. Au niveau du IPv6, on n'a plus la notion de broadcast. On a du broadcast au niveau de... Est-ce que c'est encore nécessaire de quand même découper tes réseaux? Probablement parce qu'il y a quand même des mécanismes au niveau de V6, comme le Neighbor Discovery, qui est quand même là. Donc, si on a, je ne sais pas moi, 25 000 postes de travail sur une seule et même interface, l'adresse, le /64 serait amplement capable de le faire, là, parce qu'on parlait tout à l'heure de 18 quintillions d'adresses là, sur un /64, sauf que le problème serait au niveau de l'équipement. L'équipement de supporter 25 000 neighbors sur une interface serait probablement problématique. Sauf que je te dirais que au niveau de V6, on a une capacité, à cause justement qu'il n'y a plus de broadcast comme tel, on a une capacité de supporter un nombre de postes de travail sur une interface qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait avec V4.
J'ai vu des environnements où les gens roulaient 12 000 postes de travail, mais peut-être des serveurs virtuels, des choses comme ça, là, mais 12 000 unités, si on veut, sur une interface. Puis c'était le point où est-ce que les problèmes commençaient, mais il y a encore on est encore en train de fine-tuner ça pour être capable de monter plus haut que ça. C'est dans les environnements de serveurs virtuels, là, ça va être justement génial. Ça va aider grandement parce qu'on aura pu, au niveau de V4, quand tu arrivais avec 512 postes de travail, 1000 postes de travail sur un seul et même subnet, ça pouvait devenir problématique à certains moments. Présentement, j'ai 60 sites avec 60 réseaux de j'ai une classe, j'ai une adresse 10 découpée en plusieurs sommets. Là, tu conseilles de prendre, mettons, une adresse. Au niveau de la règle, tu peux réserver un bloc d'adresse. Oui. Tu découpes tes adresses-là, puis je respecte les 60 réseaux, tu vas les découper aussi. Oui, effectivement. Comme je te dis, la seule différence quand tu vas bâtir ton plan d'adressage au Node V6, c'est que tu vas trouver ça généralement plus facile parce que tu en auras juste plus. Et si on disait, mettons, tu as 25 classes C pour faire la même job que tu fais présentement avec une, tu dirais, ça me donne un peu de lousse, mais c'est exactement ça qui arrive au nouveau V6. Tu peux le faire. Il y a des white papers sur notre site de Cisco qui donnent certains trucs ou certaines façons de développer un plan d'adressage pour IPv6. Mais vous allez voir que c'est définitivement plus facile parce que tu n'as plus cette restreinte-là, cette restriction-là, c'est-à-dire. Je vais juste m'interroger du point de vue de gestionnaire de réseau là, dans un environnement IPv6. On a des réflexes comme gestionnaire dans un environnement IPv4. Il doit y avoir des petites différences là, dans la façon de gérer ou de troubleshooter des problèmes en IPv6, mais... Oui, il y a des problèmes, des méthodes différentes, comme on parlait du Neighbor Discovery tout à l'heure, qui est sensiblement différent du processus de ARP, juste pour découvrir là, ou de faire le mapping entre le Layer 2 et le Layer 3 sur un subnet donné. C'est quand même passablement différent. Donc, mais une fois qu'on s'est adapté aux nouveaux changements, les choses que probablement que Yves et Yes ont parlé ce matin, c'est aussi de dire, je ne peux plus bloquer mes multicasts maintenant, les adresses multicast, parce qu'en bloquant mes adresses de multicast, je me tire dans le pied parce que mon Neighbor Discovery ne fonctionnera plus. Donc, il faut faire attention de la manière, parce que le ARP, avant, on n'avait pas besoin d'en tenir compte dans une ACL. C'était pas géré par l'ACL. Le ARP se faisait complètement en parallèle avec l'ACL. Tandis qu'aujourd'hui, ton processus de Neighbor Discovery est directement soumis à ton ACL. Fait que si tu bâtis un ACL, tu dis, je m'assure que le Neighbor Discovery ne fonctionne pas, bien, il ne fonctionnera pas. C'est aussi clair que ça. Donc, avant, je me rappelle qu'au niveau des ACL, il y avait un deny all à la fin de l'ACL qui était explicite. Maintenant, il y a 3 commandes explicites. Ces 3 commandes-là, bien, les 2 commandes qui ont été rajoutées devant le deny all, c'est en fait des commandes qui permettent au Neighbor Discovery de fonctionner proprement. Puis justement, au départ, c'était pas comme ça. Puis il y a eu des clients qui ont fait des ACL qui ne tenaient pas compte du Neighbor Discovery, qui se sont tirés dans le pied. Donc, à fur et à mesure que ces clients-là appelaient au TAC, on s'est dit, bien, ça serait peut-être une bonne chose d'inclure ces permits-là pour que le Neighbor Discovery se fasse sans problème. Parce que les gens n'en tenaient pas compte. Mais oui, effectivement, ça fait partie du processus d'apprentissage. Oui? Est-ce qu'il y aurait un gain de performance au niveau du fonctionnement global d'un réseau, étant donné que le point de vue broadcast est abandonné? Gain de performance, oui. Si on le regarde strictement d'un point de vue broadcast, je dirais que c'est déjà un gros gain de performance. De pouvoir mettre, je ne sais pas, 12 000 postes de travail sur une interface plutôt que d'en mettre 1000 sans avoir des broadcast storms, ben, c'est déjà, oui, un gain de performance appréciable. À part ça, dans le réseau en général, je ne pourrais pas dire qu'il y a un gain de performance comme tel. Dans certains cas, le fait de forwarder ou d'expédier un paquet V6 à travers un réseau va consommer plus de ressources au niveau des tables TCAM, par exemple, parce que là, on ne parle plus d'une adresse de 32 bits à expédier. Donc, les TCAM, avant, qui devaient avoir une entrée de 32 bits, bien maintenant, doivent avoir au moins une entrée de 64 bits.
Donc, ça consomme plus de ressources. Une table TCAM sur une 7600, par exemple, qui va avec un processeur 3BXL qui va être capable de gérer 1 million de routes, bien, avec V6, ça va être 500 000 routes, la moitié du nombre. Fait que oui, il y a effectivement des choses que les gens doivent savoir avant de déployer. Pour les gens qui travaillent dans le réseau, justement, le réflexe d'utiliser des adresses IP IPv4, ça sera plus possible avec IPv6, étant donné que... Vous répétez la question de déployer en utilisant des adresses V4? Pour troubleshooter, par exemple, vous faites un ping IPv4, c'est simple à retenir. Oui. Le serveur à telle adresse IP. C'est un des désavantages de V6, je vous l'accorde. Les adresses, vous les avez vues probablement ce matin, vous les avez vues dans votre réseau, les adresses IPv6. Je pense que la notion de DNS va être de plus en plus importante avec V6 parce que se rappeler d'une adresse V6, j'avais de la difficulté à mémoriser les adresses V4, donc les adresses V6, ça va être complètement impossible. Surtout que finalement, c'est une adresse de 128 bits. Donc, même si on a été très, très efficient, performant en développant la notation IPv6, bon, on a dû mettre des caractères hexadécimales, puis toutes sortes de trucs comme ça. Donc, c'est plus vraiment intuitif. On regarde cette adresse-là, puis on a l'impression, pour ceux qui sont dans le domaine depuis plusieurs années, puis ont peut-être travaillé avec les mainframes IBM, de regarder un core dump. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas vraiment intuitif, là, disons, là, comme... c'est effectivement un des désavantages, mais probablement que d'avoir des entrées DNS pour toutes les interfaces des routeurs et puis pour les adresses de loopback des routeurs puis des choses comme ça, ça va être un minimum, c'est ça, ou un mal nécessaire si on veut. Oui? Quand tu fais de broadcast, qu'est-ce que tu fais avec ton spanning tree? Au niveau de la couche 2, en fait, il y a quand même les adresses qui vont être envoyées. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment on gère ça au niveau du spanning tree. Parce qu'au niveau du spanning tree, ça reste la même chose. Tout ce qui est au niveau 2 ne changera pas dans un environnement IPv6. C'est au niveau de la couche 3 que ça va changer. Donc, les stations de travail n'utiliseront plus d'adresse de broadcast pour trouver une autre station de travail qui se trouve sur le même subnet. Le fonctionnement au niveau... je ne suis pas un expert en spanning tree, là, mais d'après moi, tout ça ne change pas. Là. La couche 2 ne change absolument pas avec l'avènement de V6. Quand on parle du broadcast qui ne sera plus là, mais ça va être simplement pour la couche 3. Oui? J'ai une petite question, dans le fond. Souvent, pour moi, dans mon adressage, souvent, je m'amusais à utiliser les ACL sur des LAN de classés, je dirais. Donc, ça découpait des fois, comme je me disais, comme j'ai une classe qui a tel droit et telle restriction. Oui. Sauf que je lui attribuais un bloc de 255 adresses. Donc là, maintenant, la stratégie avec IPv6, ce serait de découper, de dire, je me fais des subnets quand même par classe ou c'est... Bien, écoute, tu vas probablement encore pouvoir le faire parce que je ne sais pas si tu vas probablement devoir utiliser un /64. Quand on parlait de Slack tout à l'heure, on parlait de Stateless Address Auto-Configuration. Ce mode-là requiert un /64. Donc, on va toujours recommander /64 partout. Donc, si tu veux avoir plusieurs adresses sur plusieurs VLAN, /64 va être un must. Mais c'est ça. Avec des HTTP/V6, en principe, vous pourriez assigner des blocs d'adresses qui sont plus longs que /64, un /96 par exemple. Sauf que présentement, la recommandation qui est pratiquement uniforme à travers l'industrie, c'est l'utilisation du /64 qui permet le Slack, qui permet le DHCP/V6. Donc, c'est plus petit commun dénominateur, si on veut. C'est la recommandation pour l'instant. Oui? En fait, ce que je retiens de ce que tu disais par rapport à la double pile, oui. C'est ce qui est recommandé, là, mais ma compréhension, c'est que c'est bien quand tu es en mode de transition, là, mais dans le fond, l'objectif, c'est le plus tôt possible d'enlever la double pile. Je ne vous cacherai pas que l'objectif ultime, c'est d'avoir V6 uniquement.
Sauf que je pense que ça va quand même prendre plusieurs années. Je vais probablement avoir le temps de prendre ma retraite avant que ça se fasse, là. À cause de certains protocoles, certaines applications qui ne supporteront pas le V6, jamais. Il y a encore des manufacturiers qui font divers types d'appareils, que ce soit des relevés de compteurs ou des choses comme ça, puis qui sortent les appareils présentement avec tout ce qu'on entend sur V6, puis ces appareils-là sortent qu'avec le support V4. Ça me donne un drôle de sentiment, je vous dirais. Fait que j'imagine que ça va se faire éventuellement, puis je vous le donne. L'objectif ultime, c'est de dire on va passer à V6, puis éventuellement, V4, ça va être l'exception. Puis on gérera même avec ce que je parlais tout à l'heure, d'avoir des tunnels V6 qui vont transporter du V4. Mais reste que ça risque de prendre plusieurs années. Je regarde juste le temps que ça prend à commencer le déploiement V6, puis je pense que V4 est là encore pour rester pour une bonne période de temps. Sauf que à un moment donné, les inconvénients vont devenir plus grands, puis les gens vont peut-être avoir une motivation financière, pécuniaire à se débarrasser de V4 puis dire V6 partout. Il y a déjà au Japon des gens avec qui je parlais récemment qui me disaient que eux, c'est un fournisseur de services, mais ils me disaient que eux, leur objectif, c'est de se débarrasser de V4 le plus rapidement possible. Donc, ils vont utiliser des techniques d'encapsulation de V4 sur V6 comme probablement l'année prochaine. Donc, leurs besoins là-bas sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on a ici. Mais effectivement, le but à long terme pour tout le monde, c'est V6 uniquement. Parce que il y a quand même des inconvénients d'un point de vue opérationnel. Qu'on ne regarde qu'au niveau opérationnel, il y a quand même des inconvénients d'avoir une double pile. Ça fait deux piles à troubleshooter plutôt qu'une. Oui, j'aurais aimé ça t'entendre justement sur le côté des fournisseurs. Tu sais, je suis d'accord avec l'IPv6, là, allons de l'avant, la modernité, c'est bon dans la vie. Là. Mais on entend beaucoup de fournisseurs qui disent, regarde, l'avenir, c'est premièrement des adresses IPv4, il en reste. C'est pas parce que la RIN n'en a plus qu'il n'y en a pas des pas utilisés. Puis, il y aurait probablement une belle business à faire, à se vendre ces affaires-là les uns les autres. Ça a déjà commencé, hein? Oui, ici, tout le monde a probablement des... tu sais, moi, j'ai un slash 20, là, puis je m'en sers de pas grand-chose. Tu vas pouvoir le mettre ces petites annonces, je suis sûr que... Puis d'autres fournisseurs, comme tu sais, tout le monde ici qui a un téléphone intelligent, il est en arrière d'un app, là, puis le fournisseur me dit, moi, je trouve ça merveilleux, parce que c'est pas un problème de peer-to-peer. Puis en plus de ça, tu sais, je peux un peu comme gérer mes affaires, puis faire des ententes de peering plus avantageuses avec tel fournisseur de services par rapport à tel autre. Puis, donc, Mais je te dirais, franchement, que la sauce... Non, mais c'est un point, tu sais. Mais le NAT, ça fait longtemps qu'on étire le NAT, là. Déjà, s'il n'y avait pas eu de NAT, là, on serait probablement déjà passé à IPv6. Donc, à quelque part, NAT, ça a été un élément pour ralentir le déploiement, si on veut. C'est une bonne chose. Ça nous a permis d'étirer le V4 sur une période plus longue. Peut-être de faire des économies, mais à quelque part, il va falloir le faire, la transition. Parce qu'ils peuvent natter en arrière de des nattes, puis on peut pas... Bien, écoute, garde, c'est un très bon point que tu touches là, parce que présentement, on commence à parler de faire du double NAT. Du NAT 444. Vous allez voir ça souvent parler, peut-être les fournisseurs de services qui vont commencer à faire du NAT 444. Ce que ça veut dire, hein, dans les faits, c'est que sur le petit routeur D-Link ou Link 6 à la maison, vous allez avoir une adresse privée plutôt qu'une adresse publique. Vous allez faire du NAT là-dessus. Vous autres, vous allez avoir un réseau à l'interne sur lequel vous allez faire du NAT, d'une adresse privée vers une adresse privée. Puis, une fois dans le réseau du fournisseur de service, il va y avoir un autre niveau de NAT qui va être fait par un équipement de NAT qui va être beaucoup plus volumineux cette fois-là, donc qui va coûter beaucoup plus cher pour le fournisseur de service, et puis qui va faire du NAT pour passer du privé qui était assigné au client vers du public qui va, lui, être reconnu sur l'Internet. Mais ça va créer des problèmes. Qu'est-ce que ça crée comme problème? C'est qu'on va cacher, mettons, 1000 usagers derrière une adresse IP. Si il y a une personne dans mon groupe qui il commence à faire du hacking sur un site XYZ et puis qui se fait blackholer, bien là, à ce moment-là, tu n'as plus une personne qui vient de se faire blackholer. C'est toute
les 1000 personnes qui sont dans ce bloc d'adresses-là. Après ça, la géolocalisation, il y a un paquet de problèmes qui est relié avec le NAT 444. On n'a pas le choix. Chez Cisco, on l'a, le NAT 444. On l'a disponible parce que les fournisseurs de services nous disent « on en a besoin ». Parce qu'on voudrait aller à V6 rapidement, mais on va avoir besoin de récupérer nos adresses publiques qu'on a assignées et qu'on assigne à nos clients aujourd'hui, les ramener sur un équipement de NAT, ou est-ce qu'on va pouvoir les partager entre, pas de donner une adresse publique par utilisateur, mais de donner une adresse publique pour 1000 utilisateurs. Puis là, ça va complexifier les choses, ça va générer des coûts additionnels pour le fournisseur de service. Fait que, oui, à quelque part, le NAT, on peut l'étirer, mais il va y avoir des inconvénients éventuellement qui feront en sorte que ça sera plus économiquement viable de faire du NAT. Fait qu'on peut l'étirer encore, mais il y a des inconvénients. Il y a toujours des inconvénients et des avantages et désavantages à chaque solution. Mais... Ce qui m'intéressait, c'est de savoir, toi, de votre côté, ce que vous voyez chez les fournisseurs, est-ce que c'est plus une tendance, justement, de vouloir retirer le party du V4? Ça se voit comme très communément présentement. Donc, les adresses, les fournisseurs présentement sont en train de planifier de récupérer ces adresses, ces précieuses adresses publiques-là, puis de dire, bon, bien, je vais les partager entre des groupes d'utilisateurs qui peuvent varier. Ça peut être 500 utilisateurs, ça peut être 1500 dans certains cas, mais ça va certainement créer éventuellement des problèmes. Donc, c'est pour ça que je disais que quelqu'un qui a un site Internet puis qui peut le rendre accessible en V6, ça va probablement faciliter l'accès à ce site-là. Puis si la personne qui veut accéder à votre site a des problèmes parce qu'il passe à travers le NAT 444 d'un fournisseur X, il n'appellera pas le fournisseur X parce que son NAT 444 ne marche pas proprement. Il va appeler le site Internet qui voulait accéder, que ce soit la banque NAT ou Desjardins ou quoi que ce soit. Il va dire « j'essaie d'accéder à votre site, puis ça ne fonctionne pas ». Là, à ce moment-là, Desjardins ou Banque nationale, c'est leur problème de trouver exactement pourquoi ça ne fonctionne pas. Si, en parallèle, ils avaient du V6, probablement que le V6, lui, qui est de bout en bout, connexion de bout en bout, l'accès ou la connectivité va être meilleure, donc ils n'auront pas ces problèmes-là. Donc, on dit que ça joue sur plusieurs tableaux, mais ça risque de créer des problèmes. Définitivement, le fait d'utiliser plusieurs niveaux de NAT, là, ça pourrait créer des problèmes. Oui? Fini? Bien, merci beaucoup encore une fois.